un axe très important qui constitue finalement l'épine dorsale, s'il y en a eu, des travaux de Berck sur le Maghreb, essentiellement sur le Maroc, à savoir ces travaux de sociologie et d'anthropologie marocaine ou maghrébine en général. Ce matin, ça a été dit dans la séance d'ouverture. Un des principaux travaux de Berck étaient sur les Sahara, bien avant sur la sociologie et l'anthropologie pastorale, parce qu'il a été l'un des premiers initiateurs de cette discipline par son fameux article sur les dépôts pastoraux, sur les traités pastoraux chez les musulmans. Nous aurons à peu près 1 heure pour écouter 2 interventions. La première de Hassan Rachid, qui va traiter dans un titre très local de l'épicerie du sacré chez Berck, donc la relation entre communauté et sacré qui a été approchée par Jacques Berck. Il la traite en connaisseur parce qu'il a fait une série de travaux sur le sacré, sur le catéchisme, pas loin des terrains de Berck, parce que les terrains de Berck, c'était tout le Maghreb, c'était tout le monde arabe, mais disons les terrains au sens de proximité très forte, c'était l'Haut Atlas, et donc Rachid avait travaille toujours sur l'Haut Atlas central, disons occidental, à côté pas très loin de Sahara. Et comme je l'ai dit, le terrain de Berck, c'est en Chichawa jusqu'au village. La deuxième communication est celle de M. Al-Bekouni, qui est professeur, chercheur au Centre d'histoire sociale de l'islam dans les années à Paris, qui va essayer de proposer une série d'études, des lectures du festival Maghreb tel qu'il était approché par Jacques Berck. Après, on aura une pause. Tout de suite, sans tarder, je passe la parole à professeur Hassan Rachid, qui est, comme vous savez, professeur à la faculté de droit de Berck. Merci, M. le Président. Bon, voilà, pour rester dans les métaphores, je perçois un peu mon exposé comme un filet. Et ce filet dans lequel je me suis laissé prendre il y a 3 ou 4 ans. Ça consiste en gros à déceler les rapports entre le rituel et le politique, le rituel et le sacré. Et quand j'ai proposé tout à l'heure, j'étais en train de discuter avec Béatrice sur l'épicerie du sacré. Il m'a dit gentiment, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu mélanges l'épicerie et le sacré. Et tout le sens de cette métaphore, qui n'est pas de moi, qui est de Berck, c'est pourquoi je l'ai mise en guillemets, c'est de montrer ce paradoxe à juxtaposer 2 termes qui sont, par rapport à une certaine théorie du sacré, antinomiques. Car sacré, profane, il est très difficile d'associer un terme profane à un terme sacré. Et ce jeu-là, je n'ai pas fait d'inventaire, parce que j'ai pensé à cela il y a 2 ou 3 semaines, mais je n'ai pas fait d'inventaire, mais Jacques Berck, à chaque fois, utilise des métaphores, non pas pour feindre, dans le cas où je parle, mais pour mieux préciser, pour donner un profil linguistique à un concept qui est abstrait. Il parle de fisc de la sainteté. Là, on ne doit pas s'attendre à fisc de la sainteté.
il parle de quelque chose quand il était impliqué dans la modernisation des jma'a, la modernisation rurale, il parlait de la jma'a sur le facteur. Et il avait toujours ce jeu, qui n'est pas uniquement un jeu de mots, je vais le montrer, qui associe à chaque fois deux mots, deux concepts apparemment antinomiques, mais qui ne le sont pas, par rapport aux matériaux, par rapport aux faits qu'il décrit et qu'il analyse. Donc, je ne vais pas maintenir le suspense pour la plupart d'entre vous, je vais dire qu'est-ce qu'il entendait par l'épicerie du sacré. L'épicerie du sacré est une expression, je n'ose même pas dire un concept, c'est une expression, une notion, qui a été appliquée à une phase des frères rituels connus dans le sud du Maroc par le nom Ma'ouf. Il a longuement décrit ce Ma'ouf chez les Savoirs, il a longuement analysé. Et le Ma'ouf consistait en gros plusieurs phases, mais je vais insister sur les trois phases principales. La première phase, c'est le sacrifice, les animaux. La deuxième phase, qui est aussi importante dans le Ma'ouf, qui est le repas pris en commun par le village, par les membres du village, disons qui se transforme en un groupe sacrifiant. Et la troisième étape consiste à vendre, consistait dans une vente aux enchères d'une partie des victimes sacrifiées, qui est appelée Tadlilat ou Dlala chez les Savoirs. Donc, il y a une partie des victimes qui n'est pas consommée sur place, une partie des victimes qui est vendue aux enchères. La vente se fait bien sûr publique. Le paiement est différé, il n'est pas exigible sur le champ. Berg parle d'un embryon de crédit, puisque les gens ne paient disons, la part de viande achetée que l'année suivante, etc. Et donc il y avait tout un lieu au repas, au sacrifice, succédait une certaine comptabilité. Un enregistrement, il y avait toujours tout l'offrir au quelqu'un du village qui prenait les notes, qui prenait les mots, les noms des créanciers, le montant de la créance, etc. Ça donnait, j'ai assisté dans l'autre atlas, ça prend plus d'heures que les heures passées pour sacrifier pour le papa. Et ça constituait un grand enjeu pour la collectivité, plus que l'enjeu sacrificiel, l'enjeu sacré. Et Berg le note bien, il dit, des fois il y a une conjugaison des rites purificatoires et de préoccupations comptables. Et par préoccupation comptable, désigne cette épicerie du sacré. C'est-à-dire que les gens de la montagne, les gens des Savoirs et du Haut-Atlas, en tout cas ceux que j'ai observé et étudié, gèrent une partie du rite sacrificiel comme ils gèrent une épicerie. Et donc le sacré n'est pas toujours géré de façon religieuse, de façon sacrée, avec les normes sacrées, mais des fois il y a, dans ce rite sacrificiel, il y a des épisodes qu'on peut traduire par des mots comme épicerie du sacré. Bon, ça pour lever un peu le suspense. Maintenant, pour, disons, mettre cette question d'épicerie du sacré dans un cadre beaucoup plus global, dans un cadre théorique beaucoup plus global. Les deux opinions qui sont présentées très brièvement par Berg dans les structures sociales de l'Atlas, les deux grandes opinions concernant l'étude du religieux et du politique chez les populations berbères, c'était à l'époque, c'est pour ça qu'on va en parler, donc je vais maintenir un peu le langage d'enfant. Ils étaient divisés entre deux opinions. La première opinion disait que le droit, la langue, les mœurs berbères sont dominés par des structures magico-religieuses. La deuxième opinion, vous l'imaginez, disait l'inverse, c'est-à-dire que les structures religieuses, magico-religieuses, le droit, la langue, étaient caractérisées par une orientation profane. Et Berg ne prenait pas de position ni pour l'une ni pour l'autre, il ne
conciliait pas les deux opinions, je vais revenir à la position qui a été prise par lui, à l'égard de ces deux grandes opinions qui divisaient un peu les ethnologues de l'époque coloniale. Mais pour lui, le ma'rouf était caractérisé par cette orientation profane. Le ma'rouf, je vais le citer, ce qui domine dans les traits rituels des cantons, ce n'est pas l'aspect convivial, sacrificiel, c'est l'aspect contractuel. Enchères, vente à terme, enregistrement notarié, le profane déborde de toutes parts l'antique rite sacrificiel. Et donc, si on se limite au ma'rouf, qui est un acte sacrificiel, qui est un repas sacrificiel par plusieurs égards, mais où le sacrifice tient une place seconde, où c'est l'épicerie, où c'est la communauté, c'est la gestion communautaire du sacré qui prend le dessus, donc le profane. Mais Berck ne s'arrête pas là. Ce matin, mon ami Houari a parlé de la notion d'étagement du sacré. Pour lui, pour Berck, il y a au moins deux niveaux d'étagement du sacré. Ce qu'il appelle le rez-de-chaussée, qui correspond à l'épicerie du sacré, qui correspond à la communauté, qui correspond au terroir, et le second étage, qui correspond un peu aux grands espaces sacrés, aux grands saints individualisés, et il fait une proposition qui n'est pas très nette dans ses œuvres, parce que je suis en train de vous exposer de façon schématique. Il fait cette comparaison entre les deux étages, avec à chaque fois, quand il s'agit du rez-de-chaussée de la vie religieuse, de la communauté, de la gestion communautaire du sacré, c'est le profane qui déborde le sacré. Et on ne peut trouver, disons, une idée qui peut correspondre à la théorie du sacrifice ou à la théorie du sacré telle qu'elle a été développée par l'école de Kényen, que lorsqu'on se place à un niveau élevé, au niveau des grands saints comme Al-Nassar, comme Tazawwaj, il les cite comme Sidi Ahmed al-Moussa du Tazawwaj, ou même l'Aziza, dans une certaine mesure, car l'Aziza est entre les deux. Ce n'est pas Sidi Ahmed al-Moussa, mais ce n'est pas non plus l'épicerie du sacré. C'est le fisc de la sainteté, ça c'est autre problème. Donc, il y a quelque chose chez Berck qui fait que quand il ne prend pas position pour dire est-ce que c'est le profane qui prime ou est-ce que c'est le sacré dans les institutions religieuses ou dans les institutions politiques berbères, quand il ne le fait pas et quand il essaie de montrer, les passages sont très éloquents, les variations du sacré dans les différentes tribus berbères, il le fait grâce à cette notion d'étagement du sacré. Et donc, à chaque fois, cette notion lui permet de ne pas donner, ça je pense, l'un des grands apports pour la théorie du sacré au Maghreb, et même ailleurs, c'est de ne pas dire le sacré est ceci, de ne pas donner une définition rigide ou essentialiste, et de dire qu'il y a des variations du sacré, ces variations on peut les comprendre, on peut les analyser en fonction d'une notion qui est l'étagement du sacré. Donc, il n'est pas nécessaire de dire qui prime, il faut d'abord se poser la question quel est le niveau social, quel est l'étage qu'on étudie, avant même de dire quel élément sacré ou profane l'emporte l'insulte. Ce matin, je vais encore citer Toiti parce qu'il m'a devancé sur quelques points. Il a parlé de la morphologie sociale et des structures sociales. Et la notion de morphologie sociale qui est impliquée dans cette notion d'étagement du sacré, car c'est essayer un peu d'étudier une société non pas comme un bloc homogène, mais comme une société qui est constituée de différents paliers. Et donc, chaque palier nécessite une approche qui est différente de
l'approche qu'on peut appliquer à notre temps. C'est quelque chose qu'il a hérité, bien sûr, il a été influencé par Marx, par Ludovic, parce que la théorie des paris, c'est aussi Ludovic. Et donc, j'ai senti que parler uniquement de morphologie sociale, parler uniquement d'étagement du sacré pour expliquer le fait qu'une communauté politique, le village, la Jama'a, gère le sacré comme il gère l'épicerie, est insuffisante. Elle est insuffisante pour au moins une raison. J'ai observé les deux manières de gérer le sacré et le profane au rez-de-chaussée de la vie religieuse. C'est-à-dire ce que lui décrit comme étant, ce que Berck décrit comme étant spécifique à l'étage premier, est également observable au rez-de-chaussée de la vie religieuse. Il suffit tout simplement qu'on introduise une autre idée qui est la nature et la structure des rapports qui existent entre la communauté politique qui gère le sacré et d'autres acteurs religieux. Et tout dépend des rapports de force entre Jama'a et autres acteurs religieux qui peuvent être des muqaddam, des desservants de ça, des descendants de ça, etc. Et donc l'enjeu n'est pas uniquement, je dis bien uniquement, je souligne, n'est pas uniquement en rapport avec la notion de l'étagement du sacré, mais il est également en rapport avec la nature et la structure des rapports qui existent entre une communauté politique, la Jama'a, et d'autres, les desservants de la Sainte Aziza, quelque chose comme ça. Et donc, là où la communauté politique prend en charge exclusivement le repas sacrificiel, on assiste à l'épicerie du sacré. Et là où les desservants prennent en charge complètement, même à une échelle restreinte, là où les desservants ou les acteurs, disons, de religion en général, des servants, ou descendants d'un saint, prennent en charge exclusivement le sacrifice, c'est le sacré qui prime. Bon, ça peut paraître banal. Les gens, là, c'est des acteurs religieux, donc c'est le sacré qui prime. Là, c'est une communauté politique, donc c'est l'épicerie, c'est la politique qui prime. Ce n'est pas aussi simple que ça, quoique je suis en train également de présenter de façon génétique. Alors, pour pousser un peu l'analyse, je vais présenter une illustration, toujours à travers de l'œuvre de Berck, sur les structures sociales de Sixawa, et également de mes propres travaux. Et je vais insister sur uniquement le statut du sacrificateur. Le sacrificateur, c'est cette personne qui est habilitée à égorger la victime. Il est distinct du sacrifiant qui lui fait les frais du sacrifice. Donc vous achetez une victime, vous allez vous êtes sacrifiant, le sacrificateur, c'est celui qui va égorger à votre place, parce que vous n'êtes pas habilité à égorger dans un sacrifice. Et donc ce statut de sacrificateur est primordial dans les repas sacrificiels et dans les moussins qui sont gérés exclusivement par les servants. Dans les moussins, et surtout, que ce soit le moussin, que ce soit qui n'est pas un moussin, il n'est pas encore un moussin, au sens que le sang est un moussin, mais il n'est pas encore un marouf, tu parles d'un arabe, ce n'est pas, c'est un exemple assez compliqué. Mais toujours est-il que les fonds de l'État Aziza, qu'il eux se chargent de l'égorgement de ces victimes. Et ils s'en chargent dans une logique du sacré, c'est-à-dire la victime est parlée, elle passe quelques nuits dans un rituel, le sacrificateur doit jeûner, se raser le crâne, etc. Il y a quelques rites qui sont accomplis par le sacrificateur avant même d'égorger. Et le sacrificateur n'est pas un rôle qui est généralement hérité de père en fils, et c'est une fonction, disons spécialisée, c'est un spécialiste de la religion, c'est une fonction spécialisée qui doit égorger les victimes dans un sanctuaire. Lorsqu'il s'agit du ma'rouf, ce n'est pas cette fonction spécialisée du sacrificateur qui prime,
mais c'est l'interchangeabilité des acteurs. J'ai assisté, parce que dans les années, début des années 80, j'étais allé dans le Haut Atlas. Bien sûr, dans mes bagages, il y avait Berck, mais il y avait Platon, et surtout Hubert Demors, la théorie du sacrifice, etc. Je ne comprenais rien quand j'ai observé le premier Marouf et que les gens étaient là. C'est est-ce que tu veux manger? Non, moi je viens d'irriguer. Tu demandes à quelqu'un d'autre, je suis très fatigué. Et l'autre dit à l'autre, mais c'est Brahim qui doit. Je sais pas. Et le conseiller communal, qui est le conseiller communal, il s'énerve, il dit, mais c'est pas une jumaa, ça, c'est ruiné, je vais m'égorger. Je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe dans ce Maroc qui ne colle pas avec cette théorie du sacrifice où le sacrificateur est là, il doit accomplir des rites où la victime est sacrifiée, sacralisée, etc. J'ai compris plus tard que la logique même de la communauté n'a rien à voir avec la logique de la sacralité qui est défendue par le groupe des savants. Que c'est une logique à part, que lorsque le politique, quel qu'il soit, Jma'a ou autre, j'ouvre une parenthèse, si les critiques, pas assez, mais disons les critiques les plus sérieuses qui ont été adressées à la théorie du Hubert et de Mons sont venues des hellénistes qui ont étudié le rapport entre le sacrifice et la citoyenneté chez les Grecs, entre le sacrifice et le politique chez les Grecs, et où le sacrifice chez les Grecs ressemble un peu au Marouf. Ce ne sont pas des critères religieux qui font que quelqu'un devient sacrificateur, mais c'est des critères politiques qui font que quelqu'un devient sacrificateur. L'étranger n'a pas le droit de sacrifier, c'est le citoyen associé, etc. Et donc, là aussi, les règles appliquées à la fonction de sacrificateur étaient les règles de la Jama'a. Donc, les choses qu'ils font quand on se désignait pour inaugurer l'irrigation ou pour bâtir ceci ou pour aller voir le rey, ils gèrent le sacrifice comme ils gèrent. C'est toi qui vas aller chez le rey ou c'est toi qui vas égorger. Donc, c'est à peu près la même logique qui est appliquée au sacrifice. Je reviens également, l'épicerie du sacré n'est pas uniquement applicable, c'est là où je développe un peu le verbe, n'est pas uniquement applicable à cette phase du sacrifice, mais il est également applicable à la phase qui est la plus sacrée, si j'ose dire, qui est l'égorgement d'une victime. Il n'y a pas tout le moment, disons le climax, le top du sacrifice, c'est l'égorgement, et à cet égorgement, on applique une logique politique, une logique de nous sommes tous là, il n'y a personne qui a le droit de monopoliser la fonction du sacrificateur. Nous sommes plus Jma'a, alors il faut qu'on se désigne, et il n'y a pas lieu que quelqu'un monopolise cette fonction de sacrificateur. Et j'ai eu de la chance, quand j'ai des rez-de-chaussée, j'ai eu de la chance de voir les deux logiques, disons, fonctionner avec les mêmes mots. Il suffit tout simplement qu'on change de registre. Là, c'est Ma'rouf. Et qu'on passe au Mossem de Sidi Shmaouch pour que les mêmes gens qui étaient sacrificateurs cèdent la place au Muqaddam. Et le Muqaddam, même quand le Ma'rouf est dans son village, n'a pas le droit de sacrifier le sacrifice, les victimes du Ma'rouf. Et donc, vous êtes ici, laissez-nous gérer notre sacrifice quand on doit gérer le terroir, l'irrigation, etc. La police locale, etc. Car ils ont une police. Bien, ça pour disons, la première illustration pour le statut du sacrificateur. La deuxième illustration consiste même les règles du partage de la victime. Les règles du partage de la victime, quand c'est les desservants ou quand c'est un acteur religieux qui préside au partage, c'est des règles qui sont imprégnées de la logique du sacré, donc des parts égales pour tout le monde, qu'il soit étranger, ou qu'il soit veuf, ou qu'il soit peu importe. Donc vous êtes là, vous avez votre part de la victime, sauf, bien sûr, la peau et la tête qui revient au sacrificateur. Mais c'est une logique du sacré, donc il n'y a rien qui puisse, disons, en dehors de cette discrimination relative au statut du sacrificateur, la victime doit être partagée selon des règles de sacré. Chacun doit avoir sa part de la barre. Mais quand il s'agit du Ma'rouf, et quand il s'agit des
des sacrifices ou des victimes, de la partage des victimes, où c'est la Jama'a qui préside, les règles du sacrifice disparaissent, nécessitant, et on leur substitue, des règles politiques. Et votre part, si vous êtes étranger, vous n'avez aucune part à la viande si vous êtes étranger au village. Vous résidez dans le village, mais on vous consacre comme étant étranger, vous n'avez pas de part. Et puis, je n'aurai pas le temps, je l'ai écrit dans plusieurs articles, plusieurs livres, et je n'ai pas le temps, ça m'agace mon parler plusieurs fois. Il y a deux statuts de citoyenneté dans ce village, et chaque statut a une part de viande qui n'a rien à voir avec l'autre part. C'est à peu près le triple pour ceux qui sont considérés comme hommes adultes ayant un foyer, et pour les jeunes mariés qui ont également un foyer, mais dont le père est encore vivant. Donc nous avons deux parts de viande qui sont partagées selon des règles politiques et non pas selon des règles du Sahara. Donc, bref, fonction, pour le statut du sacrificateur, nous avons une fonction spécialisée quand il s'agit du sacré qui est, disons, contrôlé, maîtrisé par des acteurs religieux. Nous avons l'interchangeabilité des rôles sacrificiels lorsqu'il s'agit du ma'rouf ou de tout autre sacrifice qui est maîtrisé et contrôlé par des acteurs politiques, en l'occurrence la Jama'a. Et pour la victime, nous avons soit un partage inégalitaire en fonction de votre statut politique dans la Jama'a, soit, c'est le cas du ma'rouf, soit des parts égales quand il s'agit du sacrifice contrôlé par les descendants. Maintenant, je reviens aux enchères, et pas plus qu'il y a 2 ans, j'ai travaillé sur les enchères plusieurs fois, sur le ma'rouf, et j'étais très sensible à la circulation des biens sacrifiés. Mais ça ne m'a jamais posé un problème quant à la théorie du sacrifice, qui est fondée sur l'abandon et sur la destruction des animaux. Un animal sacrifié est d'abord abandonné, il est offert, il y a l'idée de l'offrande, mais il est également détruit, il est consommé sur place. Ou détruit, il y a plusieurs manières dans la littérature anthropologique où les animaux sont détruits, on peut les jeter dans une fosse, mais peu importe, il y a ces deux éléments, ces deux notions clés dans la théorie de Hubert Temmons, abandon, destruction. Et dans le sacrifice du ma'rouf, quand on prend les 2 tiers des victimes, on ne les consomme pas, on les vend aux enchères. Et avec ce fonds, les berbères parlent de rasmal, le fonds du ma'rouf, car il y a un fonds, c'est une épicerie, il doit y avoir un fonds. Ce rasmal est alimenté chaque année. Donc avec les créances de l'année suivante, le muqaddam du ma'rouf qui va les récupérer, il va acheter d'autres victimes. Et toute la notion du sacrifice se trouve battue en brèche lorsqu'il s'agit du sacrifice qui est un sacrifice, je dis comme ça, pour aller plus vite, un sacrifice politique. Nous n'avons ni la notion de destruction, parce que c'est vendu à des gens pour être consommé non pas à côté de la mosquée ou à côté du sanctuaire, mais consommé individuellement, et puis les victimes qui seront sacrifiées l'année suivante sont des victimes qui ne sont pas offertes. C'est des gens qui collectent, qui s'acquittent. Ils ne cotisent même pas, ils cotisent pour le couscous, pour les légumes, mais pour les victimes, généralement, c'est des gens qui s'acquittent de leurs créances et avec l'argent collecté, on achète notre victime. Et donc, ça pose un problème assez épineux pour une théorie du sacrifice qui est fondée uniquement sur la notion d'abandon et la notion de destruction. Et ce n'est pas par hasard si cette notion, cette théorie du sacrifice, a été forgée en étudiant le sacrifice védique en Inde, qui est essentiellement fondé sur, vous le savez, un système de caste où une prêtrise est monopolisée par les brahmanes. Et donc, maintenant, c'est une variation du sacrifice, on peut discuter, mais la variation qui m'importe davantage,
et qui a été suggéré par Berg, c'est de voir comment fonctionne le sacrifice lorsque une communauté politique le prend en charge. Quel est le rapport entre sacré et politique, entre sacré et profane, quand un acteur politique prend en charge le sacrifice ou le sacré? Et quelle est cette logique qui est impliquée dans le rapport entre le sacré et le profane? Alors, pour conclure, je dirais tout simplement, pour retourner à Berg, que l'épicerie du sacré n'est pas possible parce qu'il est situé au rez-de-chaussée de la vie religieuse. Il n'est pas uniquement possible parce qu'il est situé au rez-de-chaussée de la vie religieuse. L'épicerie du sacré est possible parce que le sacré est pris en charge par une communauté politique. Je vous remercie. Le travail de Berg, non seulement le travail disons, de terrain de Berg, mais aussi ces illustrations à la fois en images ont été produites par la suite continuellement qu'il y a eu sur ce film sur les côtés. Donc il a eu à voir et à revoir ce travail. Et disons, à travers sa communication, l'héritage bergien l'interpelle à plus d'un titre. Et pour le reprendre, je pense qu'il pose deux questions très, très importantes. Il pose deux questions très importantes. Dans quelle mesure, dans les collectivités, non seulement traditionnelles, mais modernes, actuelles, les Dotata, c'est-à-dire qu'il les a observées dans les années 80 et même dans les années 90, quelle est la relation qu'opèrent ces collectivités entre le sacré et le profane, quand ils opèrent dans des espaces à partir d'enjeux différents, d'enjeux politiques, dans le cadre Marouf, où la Jma'a, la collectivité des algènes, la collectivité des chefs de foyer responsables, ayant la capacité politique d'opérer des choix pour la collectivité locale, construit le Marouf et à la fois quelles sont les fonctions que joue pour remplir ce Marouf et en même temps ce Marouf en tant que scène politique dans laquelle se jouent des équilibres politiques très très fins, très nuancés et où il est question essentiellement de négoce du sacré, d'enjeux, de vente, d'enchères, etc. Et la même collectivité, une fois installée dans un cadre beaucoup plus, je dirais, sacré, c'était le cas de cette Marouf, on observe les mêmes réalités dans d'autres contre elles, notamment au Tazawad. La différence entre le Moussem, le grand bouquin de l'année, et un Marouf comme le Marouf des Bouchat, qui est un Marouf de collectivité tribale qui investit l'espace sacré, où il est question aussi de négoce, d'épicerie, du sacré, de traite, d'échéance, de paiement en concordant, de paiement à crédit, etc. On est dans une économie de sacré très dure, j'allais dire très berbère, ça résume tout. Ça, je crois que c'est l'interrogation qu'il nous pose, et c'est une interrogation très importante parce qu'il interpelle à la théorie du sacrifice global, de sa globalité. Il a eu la gentillesse de nous le rappeler, c'est-à-dire que l'itinéraire de la théorie du sacrifice est tracé à partir d'un point de départ qui est la culture hindoue. Dans quelle mesure on peut parler d'une sous-théorie du sacrifice à notre niveau, ou tout simplement d'une autre théorie du sacrifice? Je crois que c'est le débat que porter à ce niveau. La deuxième communication nous interpelle sur un autre champ, beaucoup plus fort, beaucoup plus actuel aussi, parce que vous avez donné, je pense, anticipe aussi un débat qui a eu lieu il y a quelques mois, et puis surtout un débat qui pourrait avoir lieu sur le Guelmer, parce que la mémoire de Guelmer est aussi parmi nous. Il est question peut-être de d'organiser quelque chose autour de sa pensée. Donc il anticipe ce débat qui n'a pas eu lieu, en fait il nous le fait revivre, quoique
segmentaire, qui a été très discuté, très disputé au niveau de l'anthropologie locale marocaine. Et on sent les mêmes réticences, sinon la même relation un peu d'animosité vis-à-vis de cet ovni qui débarque au Maroc, qui s'installe chez les Ahmed Salah, qui nous prend une théorie systématique sur le Maghreb. C'est la même réaction qu'a eu Abdullah Hamadi, la même réaction qu'ont eu d'autres anthropologues sur quoique, je parle de moi-même, et à partir de moi-même, peut-être d'autres réactions pour nourrir ce débat. Personnellement, si on parle des textes que vous venez à citer, qui sont très évasifs sur Guelner, nous, à partir d'ici, à partir de nos lectures, on n'a jamais senti une distorsion entre les deux, c'est une contradiction, une antinomie entre les deux approches. Pour nous, c'était toujours dans la... quand on lit l'Estre Savoir, on les retrouve beaucoup, sinon énormément de segmentarité. Sans le dire. C'est-à-dire que le concept n'y est pas, mais c'est quelque chose qui est très présent dans l'œuvre de Berg. Et je pense que la communication de M. Al-Ghazouani nous renvoie, et peut-être c'est à discuter là aussi, sur l'idée du concept de tribu, tel que Berg l'a redéfini. C'était, je pense, quelque chose d'important, et on le vit actuellement quand il s'agit d'investir des espaces, entre guillemets encore, des espaces tribaux, concernant tout ce qui est de sociologie pastorale, tout ce qui est gestion des parcours, tout ce qui est terre collective, etc. On utilise beaucoup l'approche d'Elkir, qui est celle qui vise à construire la tribu chaque fois à propos d'un aménagement, à propos d'un enjeu politique local ou régional. Mais, disons, l'interpellation la plus forte à ce niveau, donc concernant le concept de tribu chez Berg, c'est finalement dans quelle mesure on pourrait s'opérer un dépassement à partir de cette pseudo, si vous voulez, contradiction entre une approche plutôt historique, organique, telle que la politique Berg, et une approche finalement qui est aussi quelque part historique, parce que Guelner, il l'a dit plusieurs fois, c'était qu'un modèle, il n'a jamais essayé de décrire, dans sa réponse un peu politique, de décrire une réalité empirique de façon très, très, très forte, en dehors du cirque des Ahmed Salah. Voilà, je crois que c'est ça les grands axes que nous sommes conviés à discuter. Le débat est ouvert, et je prends les gens qui voudraient s'inscrire pour le nommer, l'enrichir par leurs interventions. Je vais prendre des noms d'abord. De l'épicerie du sacré, et toutes les idées neuves que Berg a produites sur le sacré maghrébin et sur le sacré rattaché à l'islam, on est frustré du fait que ça se rattache encore à cette histoire de morphologie sociale. Et au lieu de s'intégrer dans une théorie de sociologie religieuse. Parce que l'enjeu le plus important pour nous, c'est vrai, c'est pas uniquement ces tribus ou ces saints sur lesquels on travaille, bon, et puis qui, d'une manière ou d'une autre, c'est résiduel, même si le poids est très fort dans la vie de tous les jours au Maghreb. Mais enfin, on a quand même envie de comprendre un certain nombre de choses beaucoup plus globales. On aurait voulu qu'il s'inscrive dans les grands débats de Durkheim en passant par Weber, en passant par Treusch, en arrivant jusqu'à Bourdieu. Les discussions sur le champ religieux présupposent cette dichotomie entre sacré et profane. Il se trouve qu'en islam, elle ne fonctionne pas. Il n'y a même pas de terme d'ailleurs pour dire profane. On peut trouver un ou deux mots pour dire sacré. Il n'y a même pas de. Et
puis lui-même le montre que les choses sont imbriquées et articulées de manière totalement différente de ce qui se passe en Occident chrétien. Et le fait que nous-mêmes, parfois, on travaille avec la sociologie religieuse de Weber ou de Bourdieu, alors qu'elle présuppose l'existence d'une église, elle présuppose l'existence d'un corps de spécialistes qui détient ce qu'aujourd'hui appelle la production de sens religieux, alors qu'on le voit tous les jours dans la vie quotidienne, un imam peut être n'importe qui, finalement. Et ça peut être un lettré, et donc c'est sa spécialité de diriger la prière, mais n'importe quelle personne peut diriger la prière. Donc c'est pour dire qu'il y avait des choses qu'il avait pointées et qui auraient pu intégrer la problématique maghrébine dans des grands débats de sociologie et d'anthropologie. Et malheureusement, ça n'a pas été fait. Ce sentiment général qui aurait été plutôt le cas chez les spécialistes des sciences sociales au Maroc, dans ce climat pourtant effectivement qui a une polémique acerbe, diverse, etc., sur le contexte sédentaire, de ne pas spécialement percevoir une rupture radicale, une antithèse fondamentale la leçon berthienne, la lecture berthienne de ce genre de choses. On avait à choisir entre Kiev et Guévenet, mais on n'avait pas à choisir entre Guévenet et Berg. Oui, donc ça part un peu plus tard. Avec la venue du troisième larron, c'est la redistribution des alliances, etc. C'est très sédentaire. Bon, au risque de décevoir mon ami Touti, je vais être un peu court. Bon, bien sûr, le débat était très large. J'ai utilisé la métaphore du filet. C'est un projet que j'ai commencé il y a 3 ans, que je vais probablement continuer pendant 3 autres années. La réflexion porte sur, effectivement, ce que tu viens d'appeler, cette liaison entre ce qui peut être local, peut être perçu dans le Haut-Atlas, un petit village de 300 habitants, de 400 familles, et de voir en quoi cela peut me permettre en quoi la théorie peut me permettre de comprendre aussi et d'étudier le sacrifice grec. Je l'ai fait ailleurs, je ne pense pas que j'aurai le temps de le faire ici. Mon objectif, c'est d'arriver à un modèle comparatif des variations des sacrifices selon plusieurs critères, et notamment le critère des structures politiques et sociales. Et donc de voir un peu le sacrifice grec que j'ai investi dans les lectures plusieurs fois. Je ne peux pas aller plus loin, je ne maîtrise pas le grec, je suis obligé de passer par les traductions, etc. Bon, ça c'est un petit problème. Même chose pour le sanskrit, etc. Mais, François Pouillot ne dort pas, mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est de dépasser, de délocaliser un peu le Maghreb. Ça ne veut rien dire. Moi, quand on me dit je suis spécialiste du Maghreb, je rigole. Je suis spécialiste de l'Afrique. J'aimerais bien qu'on soit spécialiste de la théorie de conflit ou de la mobilité sociale ou de la théorie du sacrifice ou des structures politiques ou de je ne sais quoi. Et je ne veux pas dire, moi je suis spécialiste de ce que ça va. D'ailleurs, quand on me le dit, je regarde. Donc ce qui m'intéresse, c'est de voir, j'avais l'occasion, parce que d'autres ne l'avaient pas, j'avais l'occasion d'observer 2 logiques du sacrifice que des gens ont observées dans des aires culturellement différentes. La Grèce antique et le sacrifice éthique. Et là, je déborde un peu même sur notre sujet, sur la sainteté. Même au niveau de la sainteté, quand on compare, c'est un peu proche, théorie du sacrifice, théorie du sacré, théorie de la sainteté, il est également
traversée par cette même dichotomie, l'âme, et puis l'ouali, et les oulaya avec plusieurs stades, etc. Ça m'intéressait dans la mesure où j'ai fait un peu le parallèle entre le sacrifice d'Irak. Maintenant, on nous demande de faire quelques modèles. Un sacrifice politique, un sacrifice sanctifiant, que j'appelle sacrifice sanctifiant, et un sacrifice humiliant, où le sacrificateur, non seulement comme le sacrificateur du Marouf, ne fait rien, il vient avec ses habits de tous les jours, un peu sales, les doigts sont un peu sales, les cheveux mal brossés, etc. Il vient, il fait du sacrifice. Contrairement au Muqaddam qui vient avec le turban doré et la djellaba, etc. Le sacrificateur de l'arabe fait, entre guillemets, fait pire. Il est obligé de s'humilier, de se noircir le visage. Les femmes s'enduisent avec de la bouse de la vache, etc. C'est un papier qui est sorti il y a 2 ou 3 ans. Et donc, l'essentiel pour moi, c'est de voir qu'est-ce qui fait pour, dans un cas, on est obligé de procéder à ces rites, ces fameux rites d'entrée, on va parler de l'indépendance. Dans un autre, on le fait nullement pas, sacrifice politique, et dans un autre, on fait vraiment l'inverse des rites purificatoires. On attend du sacrificateur qui va égorger une victime en guise de hache. Qu'est-ce qu'il fait? C'est vraiment l'inverse. J'ose pas parler du rituel d'inversion, c'est un débat. Mais il fait l'inverse de ce qu'un sacrificateur, dans cette théorie du sacrifice, fait. Et donc, l'essentiel, c'est de voir ces variations-là du sacrifice, comment les expliquer. Et comment les expliquer, non seulement en les ramenant à des faits locaux, mais en les ramenant également à la Grèce entière, même à la Grèce entière, parce que ça m'intéresse de voir comment le sacrifice, avant la démocratie de Périclès, comment il fonctionnait. Quand le roi était le sacrificateur, quand l'aristocratie était là, avec tous les privilèges que les sacrificateurs religieux avaient avant que ça change. Donc ça m'intéresse. Et le projet, c'est de voir un peu ces variations du sacrifice, comment les interpréter, comment les expliquer. Bien sûr, là, quand je fais un débat comme ça, je suis obligé de discuter. Durkheim n'a pas fait de terrain, on le sait. Tout ce qu'il a, l'immense non plus, ce qui enlève l'intérêt de leur travail n'a rien à voir avec le terrain. Mais je pense qu'il y a quelque chose comme tailler un peu les faits pour vraiment les faire coïncider à une théorie. Moi, quand je suis sur le terrain, à moins de fermer les yeux sur les enchères et de dire non, moi je vais travailler uniquement sur le repas sacrificiel parce que le repas sacrificiel, ça me permet de cadrer avec la théorie des éléments de sacré, avec la théorie de la cohésion sociale, avec la théorie de l'effervescence et tout ce qu'il a écrit sur les formes élémentaires. Et de ne retenir que cette notion. Donc, de ne retenir que la cohésion sociale, que les gens mangent ensemble, sacrifient ensemble. Mais ils ne font pas que ça. Les gens s'entretuent pour avoir le gigot, pour avoir la peau. Et même, il y a des joutes oratoires, tu l'as mangé avec des tiers, des choses comme ça. Les gens ne font pas que ça. Une communauté se rassemble, non pas uniquement pour mettre l'accent sur sa cohésion, mais mettre l'accent sur autre chose. La théorie durkheimienne ne permet pas ça. Il ne permet pas de voir quelle est l'interaction dans un rituel sacrificiel entre ce qui est conflictuel, ce qui est émulation, et ce que relève de la cohésion sociale. Cela ne veut pas dire que la cohésion sociale n'existe pas. Tout le Marouf, le but du Marouf, c'est de réunir, bien sûr, selon des critères discriminatoires, les enfants, les femmes, les hommes, etc. Mais c'est une communauté qui mange ensemble, en même temps, autour d'un sanctuaire. Donc, oui, pour le débat, je suis d'accord. Je continue à faire, mais il faut du temps. Il faut 6 ans, il faut 7 ans, il faut 8 ans. Non, ces questions sont très graves. Je peux faire une anecdote. Elles ont un caractère politique. En Algérie, il y a 2 ans,
il y a 3 ans, à l'époque où le Front islamique du salut occupait la rue en permanence. Et les enjeux religieux devenaient des enjeux politiques énormes. Et un grand débat divisait la société à propos du mouton australien. Le mouton australien n'a pas de queue. Alors, la grande question, c'est une question purement casuistique en d'autres circonstances. Est-il ici ou non de sacrifier un mouton qui n'a pas de queue? On sait très bien que tous les fuqaha disent que l'animal doit être en bonne santé, il ne doit pas être malade, il ne doit pas être blessé, il ne doit pas avoir ceci, il ne doit pas avoir cela. Mais dans un contexte social et politique donné, ça a pris des proportions extraordinaires et la société était complètement divisée. L'enjeu n'était pas uniquement le sacrifice, mais en réalité le sacrifice est quelque chose de fondamental parce que en lui se jouent des enjeux de la cité. Le Front islamique, lui, visait un type de citoyenneté, un type de cité, dans lequel le sacrifice se fait d'une certaine manière, et les autres, ailleurs, les choses se faisaient autrement. Donc, ce sont des enjeux politiques et intellectuels qui sont très immédiats et qui ne nous éloignent pas du tout de la réalité dans laquelle nous vivons. Merci. Et celui de Hattani. Je sais que ce n'est pas toujours le cas. Mais la question est de savoir, est-ce que ce n'est pas toujours un Hattani, même déguisé, qui a pour fonction justement d'assurer cette opération de sacrifice? Ce n'est pas rien du tout, parce que c'est une hiérarchie sociale que l'on peut localiser à travers la durée, la plus longue durée, c'est-à-dire à travers des dizaines de siècles, et qui, en tant que tel, constitue un lien étroit entre le sacré et le profane. C'est un lien qui n'a pas de rapport direct avec la problématique telle qu'elle est posée aujourd'hui. C'est un lien qui, si on fait le travail de philologie des textes, notamment les textes anciens, surtout les textes égyptiens, on pourrait éventuellement, et ce n'est pas sûr, mais il y a de fortes chances pour que l'on puisse vérifier de près ou de loin cette hypothèse qui consiste à dire que Hatem incarne une sorte de fonction sociale intermédiaire et que le rapport à la pureté généalogique et sociale, ce n'est pas du tout une chose fortuite, et qu'elle incarne en tant que telle un lien entre la fonction de sacralité qui était la leur jadis dans le temps ancien et la fonction qu'ils ont continué à garder depuis un certain nombre de siècles, mais avec une diminution de ce degré de sacralité. Bon, c'est peut-être pas très clair, mais c'est une recherche en cours, et il est plein d'hypothèses. C'est localisé essentiellement dans les espaces où il y a effectivement cette distinction d'une manière nette. Essentiellement le Sahara, la Mauritanie, le Sahara central, le Haut-Cap. Je crois que c'est une chose à creuser. Merci. Et entre guillemets, pour terminer, je reproche à Gianni d'avoir pu aller un peu plus dans ses comparaisons et prendre des positions encore plus nettes. C'est Lana. Je vais abonder un peu dans la direction, j'allais prendre la parole pour justement
aller dans la même direction parce que on peut supposer qu'il y a au Maroc, pour le moment, deux grands types, je dirais même trois types de sacrifices au vu de leur origine religieuse et ethnique. Il y a bien sûr le sacrifice abrahamique de l'islam que notre ami vient d'évoquer. Et puis, il y a d'un autre côté ce que M. Rachid a étudié dans notre atlas, le sacrifice dans sa version berbère, et ce que vous venez d'évoquer, qui est le sacrifice dans sa version africaine, et finalement, tel qu'on peut l'observer chez les Gnawa. Et donc, ce qui étonne l'observateur au Maroc, c'est de voir la diversité extraordinaire des pratiques sacrificielles. Par exemple, chez les Hamad Shah, on peut observer la vente aux enchères des boyaux et des entrailles du taureau sacrifiés. Par contre, à Moulay Ibrahim, la vente aux enchères est prohibée parce que seuls les descendants de Moulay Ibrahim ont droit à cette viande-là. Ils sont d'ailleurs nombreux, ils sont 500. Et ce qui est très étonnant, par exemple, moi j'ai fait cette année le tour du Mouloud, j'ai passé par certaines étapes, notamment à Knas, dans le Mouloud, puis j'étais à la grotte d'Aïcha à Zavroun, puis j'étais aussi à Moulay Ibrahim pour assister au sacrifice de la Chamelle, alors qu'à Tamsloh, le sacrifice de la Chamelle n'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, par contre, c'est l'offrande et le sacrifice du bouc. Alors, la question que je vous pose, c'est il y a trop de choses dans ce que vous dites et qui m'interpellent, par exemple, et qui font référence à la théorie du don chez Moss, parce que ce crédit du don, je l'ai retrouvé moi-même chez les Regragins, par exemple, on vous offre l'hospitalité à cette étape, mais si on arrive à votre étape, c'est à vous d'offrir l'hospitalité. Marcel Moss a étudié aussi également dans la Kula, chez les Trobrions. Mais ce que m'intéresse, c'est effectivement, quelqu'un m'a fait remarquer que le sacrifice au Maroc fait office de la tauromachie en Espagne, lorsqu'on fait le tour du Mouloud dans les différentes régions, on est frappé par le nombre extraordinaire de sacrifices. Est-ce que, M. Rachid, vous avez essayé de formuler une sorte, je ne sais pas si je m'exprime bien, typologie des différents types de sacrifices, parce qu'il me semble que suivant les régions, suivant les rituels, bon, on sacrifie une poule comme on sacrifie une chèvre, mais il y a des conditions. On peut sacrifier aussi un veau, on peut sacrifier un chameau. Donc la question, pour être très simple, est-ce que vous avez étudié la nature de la victime expiatoire en fonction de la structure du sacrifice? Pourquoi un chameau n'est pas un veau, pourquoi un veau n'est pas une poule, etc. Est-ce que vous avez été amené à faire cette typologie? Je n'ai pas ces informations. Je n'ai pas ces informations sur. Et pour la première fois, j'entends qu'un Hartami dans ça. Bon, maintenant, le problème n'est pas là. Le problème est de savoir quel est l'enjeu présenté par cette fonction. Je pose cette question parce que j'ai décrit ça quelque part. Quand j'ai observé
le Ma'rouf des femmes. Un Ma'rouf qui était un Ma'rouf avec Rasmal, avec un faux, qui est devenu un Ma'rouf des femmes. Il n'y a que les femmes qui le célèbrent maintenant. Donc les hommes, maintenant, ils disent que c'est bid'ah, donc c'est plus la peine de le célébrer. Il est tombé en quenouille, comme je l'ai écrit. Et donc, là, vous avez plusieurs phases de Ma'rouf qui sont. Et notamment, l'épicerie du sacré. Les femmes, il n'y a pas de... Dans les Ma'rouf des femmes, il n'y a pas d'argent. Les femmes viennent, sacrifient, ramassent un peu d'argent, sacrifient un petit bout, pas une chaleur parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Et puis, le bout qui est sacrifié par qui? Quand j'observe, ce n'est plus des gens de la Jama'a, mais un étranger. Un certain qui est venu dans les cas. C'était 3 ou 4. Alors, du coup, un Ma'rouf féminin, la Jama'a ne s'occupe plus du Ma'rouf. À l'étranger, on lui demande de venir dégorger du sacrifice. Maintenant, si en partant de cela, je transpose sur cette fonction de Haqqani, moi, ce qui m'intéresse, c'est quel est l'enjeu du sacrifice dans cette société. Dans la société que je décris maintenant, l'enjeu de certains Ma'rouf, il y a des variations, etc. Sur le budget, il y a des Ma'rouf nationaux, des Ma'rouf qui sont encore connus. Mais là, quand le Ma'rouf devient un rituel de seconde zone, c'est les femmes qui s'en occupent, et le sacrificateur n'est plus ni Muqaddim ni rien, mais un simple étranger, qui n'a même pas le droit d'avoir une part de viande dans le morceau de cheveux de cette image. À l'époque, 3 ans, 4 ans, il a le droit à cela. L'acquisition de la citoyenneté dans un village n'est pas la même que l'acquisition de la citoyenneté à l'échelle nationale. Donc, l'information, c'est un peu ça. Dans quel sacrifice cela se fait? Les Haqqani par rapport à quel autre statut? Les autres Amazirs, les autres Débat, les autres sociétés, et on va voir. Donc tant que je n'ai pas ces informations, il est très difficile de dire pourquoi les Haqqani sacrifient et notamment. Vous le voyez bien, c'est toujours par rapport à la structure des rapports et à l'enjeu que pose le sacrifice dans les sociétés. Pour la typologie des victimes, non, je ne l'ai pas fait, je ne l'ai jamais fait. Donc j'y ai pensé. C'est vraiment ce que j'étais en train de dire maintenant relève un peu de la sociologie du sacrifice, alors que ce que vous me demandez relève un peu d'une typologie structurale. C'est vraiment le créneau du structuralisme. Ça a été fait par De Hoche pour les victimes africaines, ça a été fait par d'autres, pour le Foudou, etc. Je ne l'ai jamais fait. Ce que j'ai fait dans la région où j'ai étudié et dans d'autres régions, par l'intermédiaire d'autres chercheurs, c'est de voir quelle est la valeur, en partant de classification locale, la valeur accordée à chaque type de victime. Et donc, vous avez quelques classifications berbères, tin sénudam, tin carnidam, donc bipède, quadrupède. Et ça, c'est tout. Vous avez la lumière, sacrifier de la lumière, une bougie. Vous avez le sacrifice d'une vache noire pour le Moussin de Sénéchouak. Et là, il est très difficile de le faire à moins de forcer l'interprétation structurelle, chose que je ne fais pas, je n'ai pas envie de le faire, à moins de forcer l'interprétation, de voir que tout cela peut constituer un système. Ce qui est intéressant pour moi, c'est de voir comment le choix de la victime est motivé par rapport à ces gens. Et non pas comment ce choix est fait par rapport à quelque chose qui ailleurs soit la chamelle, soit ceci, soit. Donc ce jeu structural, je n'en suis pas convaincu, à tort ou à raison, peu importe, mais la conviction personnelle un peu d'abord avant de faire quoi que ce soit. Enfin, je ne l'ai pas fait, mais ça ne veut pas dire que la nature de la victime, ses qualités, elles ne sont pas présentes dans mes travaux ni dans mes enquêtes. Il y a d'autres interventions. C'est un débat très civilisé.
je voudrais simplement quitter ce débat un peu technique pour apporter disons, un témoignage et une remarque. Tout à l'heure, on a dit que bon, Berck n'a pas élu Gellner. Bon, il se trouve qu'il y a quelques mois, Fanny Colonna, qui bon, connaît un peu ce milieu, bon, elle était venue à Aix pour présenter son dernier ouvrage qui si j'ai bonne mémoire, commence par les versets, mais bon, je ne me rappelle pas exactement du titre. Et il nous a parlé de la relation dialectique qui existait entre Berck, Gellner et Bourdieu. Et il nous a dit que les trois personnes s'ignoraient superbement. Sauf que celui qui a le plus lu les deux autres, c'était Berck. Bon, de la part de Fanny Colonna, je ne sais pas si... Bon, par ailleurs, travaillant sur la sainteté au Moyen-Âge, 7e et 8e siècle de l'Égir, ce que je peux dire, c'est que la lecture de Berck reste d'une très très grande contemporanéité. C'est-à-dire que même quand on travaille sur la naissance des taïfas au 7e, 8e siècle, on ne peut pas ne pas passer par Berck. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. S'il n'y a pas d'autres... De toute façon, on est un temps. Il n'y a pas d'autres interventions. J'aimerais juste dire qu'il y a une suggestion de débat qui a été proposée par notre ami Clotilde sur la délocalisation du Maghreb vis-à-vis des courants de la sociologie, de l'anthropologie religieuse. Et en fait, même cette nécessité de toujours observer qu'on est en situation de consommateur de sens plutôt que de production de sens, on est obligé d'aborder ou de décrire. C'est pourquoi il y a tellement de problèmes posés par des descriptions très localisées du vécu religieux au niveau qu'il soit urbain ou rural, qu'il soit en montagne ou en plaine. Donc on est obligé donc de l'aborder d'abord dans nos bagages, de l'aborder avec des théories parfois qui ne collent pas vraiment à cette réalité. Et là, tu as fait référence à cette dichotomie sacré-profane qui pourrait ne pas se retrouver avec la même netteté dans les espaces qu'on peut décrire. Quoique, personnellement, et c'est là où je voulais dire un petit mot, c'est un exemple peut-être assez précis, quoique, disons, des repères, ça peut être un péché, j'allais dire, un péché de néophyte. Cette relation à des théories qu'on porte avec soi sur le terrain. Mais a priori, ça reste essentiellement des repères. Et la relation que peut-être avec Hassan avec Durkheim, cette difficulté à travailler, quand on est bien passé des formes élémentaires, cette difficulté à opérer avec les formes élémentaires sur le terrain manquant, mais n'empêche que les formes élémentaires ont travaillé disons, de la recherche et c'est concernant cette idée d'itinéraire d'une religion. Donc tu as parlé tout à l'heure prophétie, professionnalisation, puis banalisation, etc. Bon, tel qu'il a été dégagé par Bourdieu à travers essentiellement Durkheim et Weber et accessoirement Marx. Elle reste opérante, elle reste opérante, mais pas de la manière dont il l'a exposé, dans la mesure où c'est une tendance. C'est une religion à se professionnaliser. La religion tend à se... Tu es très bien placé pour le savoir, et bon, ton livre n'est que ça, en fait. Il y a une tendance de la religion à se professionnaliser. Peut-être la singularité, s'il y a singularité, et qu'il y a un potentiel de production de contre-élites par
dans le cas spécifique de l'islam et dans le cas spécifique du christianisme et du judaïsme, peut-être actuellement. Mais sur la longue histoire, ça a été le cas. Ce qui fait qu'il est tout à fait concevable dans cette religion ouverte à la production de contributes religieuses, d'avoir par exemple actuellement à Casablanca, 96, celui qui sévit au niveau de la prédication religieuse, donc qui sévit, c'est la clientèle la plus nombreuse dans une mosquée de Casablanca, donc qui fait à peu près entre 15 et 20 000 parfois personnes, donc tout un quartier devient une mosquée, un peu à l'image de ce que vous avez, mais dans un esprit très soft, etc., est un ancien dirigeant de basketball, instituteur de son État, et donc ça c'est possible dans cette structure de la religion, où on a toujours la tendance à la professionnalisation, parce que même ça c'est pas propre, mais il y a toujours une ouverture vers une production mais c'est cette relation avec la théorie que normalement on devrait avoir pour ne pas justement avoir des lorgnettes qui nous privent de regarder, comme l'a dit tout à l'heure, de ne pas regarder les enchères alors qu'ils sont là bien présents au centre même du rituel. Voilà. S'il n'y a pas d'autres interventions, on va clôturer cette séance de l'après-midi. On se donne rendez-vous demain avec deux interventions, celle de François Pouillon et Simon Dixous. Merci et à demain.